c'est Mélissa Mérinos. Du coup, je suis artiste plasticienne. Ça fait 6 ans que je suis diplômée de l'ESAM à Caen. Je vis toujours à Caen et j'ai un travail plutôt photographique, mais aussi avec du dessin et j'écris. Et ça n'empêche pas d'autres médiums, et plutôt dans les formes documentaires. J'aimerais commencer par la phrase que vous citez dans l'interview à Camille Bardin en février 2024, phrase de votre amie, artiste Hélène Guggenheim. « Il ne faut pas faire de l'art politique, mais faire de l'art politiquement ». Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? Ouais, quand Hélène, en fait, ça, dans le contexte, c'est issu aussi de sa propre recherche. Et en fait, on travaillait ensemble à monter un espace de réflexion entre artistes sur justement les pratiques politiques en général. Que ce soit le sujet des travaux ou plutôt des positionnements. Et en fait, du coup, dans nos réflexions, à un moment donné, elle a sorti donc, cette phrase qui, pour moi, a vraiment mis des mots, a résumé un petit peu tout ce que j'essaye de faire depuis... voilà, Hélène, ça fait un peu plus longtemps qu'elle roule sa bosse, quoi, comme on peut dire. Et en fait, ça résume vraiment un positionnement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de traiter des sujets qui sont politiques ou sociaux dans la pratique artistique, mais c'est également tous les à côté, tout le processus en fait, et même en dehors de sa pratique artistique, c'est de tout ce dont on parle dans les sujets qu'on aborde, c'est de les mettre en pratique aussi sur le processus. Donc par exemple, moi, j'ai un long temps de recherche, de terrain. Et donc sur le terrain, je vais avoir un comportement, un positionnement qui va être le même que dans ma vie perso, donc c'est aussi comment travailler avec les gens, comment les considérer, il ne s'agit pas uniquement de parler d'eux. Et en fait, ça englobe pratiquement la vision du monde qu'on tente à transmettre à travers les formes, c'est de les appliquer en fait tout au long du processus. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est le temps de... Et donc l'art politique, il y en a vraiment partout, beaucoup. Mais l'art politiquement, de faire politiquement de l'art, ça c'est déjà plus compliqué. Il y a l'exemple pour bien comprendre, pour être clair, typiquement les sujets écologiques par exemple. Là depuis quelques années, on voit énormément de travaux ou d'expositions sur le thème de l'écologie, mais tous les alentours ne vont pas être pensés. Une exposition en fait, a un coût écologique énorme et ça commence un petit peu à être pris en compte, par exemple. Mais donc, je sais pas, c'est la lumière, c'est comment les matériaux utilisés pour être en cohérence en fait, avec le sujet. C'est l'exemple de la plus grosse catastrophe écologique. En gros, c'est les visiteurs qui viennent, c'est ça le plus gros coût des expositions. Voilà. Et du coup, comment penser tout le processus vraiment de A à Z pour être en cohérence avec son sujet.
Et est-ce que... Oui, c'est très bien, c'est c'est ok. parfait. Vous dites que vous essayez de vous comporter de la même façon dans votre travail artistique et dans votre vie personnelle. Est-ce que vous faites quand même une différence entre les deux et est-ce que votre engagement personnel il fait aussi partie de l'observation participante, comme ce terme est utilisé dans la sociologie? Je fais pas vraiment de différence entre les deux. Il y aura les mêmes réflexions en fait que dans ma vie personnelle et mes engagements militants d'une part et engagement pratique artistique d'autre part. Que ce soit, comme je disais, par exemple, le choix des matériaux ou je vais boycotter les mêmes choses des deux côtés. Il va y avoir une réflexion assez complexe liée au métier d'artiste, c'est-à-dire que c'est des questionnements constants. Je dirais que je suis quand même un peu plus radicale dans ma vie perso. Parce que dans le milieu professionnel, au début, je suis sortie de l'école. Enfin, c'était vraiment... je voulais, par exemple, ni travailler... Enfin, certainement pas travailler avec le marché de l'art, les galeries, tout ça. Enfin, et non plus avec les institutions publiques, par exemple. Et là, à force de... Ben voilà, il y a des réflexions parce que, liées aux conditions de l'activité d'artiste. D'où vient l'argent? Comment voilà, naviguer là-dedans? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le travail qu'on fait puisse être vu, puisse être... pour enclencher aussi enfin, du coup, des discussions, enfin voilà le but de l'exposition. Et en fait très vite donc, on se confronte à des choix et du coup à des compromis. Et du coup l'idée c'est de faire le moins pire possible. Donc j'ai trouvé, comme je dis souvent, j'ai trouvé la paix avec certaines manières de faire, comme les aides à la création, ou voilà, l'idée que c'est l'argent public, que du coup ça appartient à tous et toutes, et qu'il y a une espèce de responsabilité qui là est d'autant plus marquée de l'artiste. On doit quelque chose à la société pour moi et en fait voilà, autant que l'argent qu'on touche serve à Restituer. Ouais, restituer, échanger des idées, faire un peu avancer tout ça. Et oui, enfin, dans les comportements, du coup, considérer l'autre, mais à toutes les échelles, c'est si j'ai une exposition, par exemple, dans un centre d'art, c'est faire attention à tout le monde. Après, tout le monde ne fait pas forcément attention aux artistes. Mais enfin voilà, c'est vraiment à toutes les échelles, réfléchir voilà, d'où vient... Il y a vraiment ce truc, d'où vient l'argent, à qui on s'adresse, dans quel lieu exposer. Je peux à la fois faire une exposition dans un centre d'art que comme pour une asso dans un petit local, voilà, pareil.
des endroits où on va être payé, des endroits où on va pas être payé. Mais en fait, voilà, il faut trouver un équilibre. Et puis voilà, enfin, tout est politique, quoi. Pour vous, on peut accepter de ne pas être payé si c'est un travail qui est fait pour le bien de la communauté ou... Pour moi, ça dépend vraiment de qui est l'interlocuteur. Par exemple, cette année, j'ai eu des expositions dans des centres d'art où là, on est payé et là, j'aurais pas trouvé ça normal de pas être payé. Par contre, une exposition pendant 15 jours dans un local d'assaut qui par ailleurs aussi sont des amis et qui sont une asso qui font des distributions sur un campement, Ouistreham. Enfin, c'est l'idée de participer aussi à leur action et c'est un bon échange, quoi. Et là, pour le coup, s'il n'y a pas de frais, par contre, en plus, il y a du temps, mais en tout cas, si ça m'intéresse vraiment et que je trouve ça important, oui, bien sûr que l'argent, c'est pas... mais encore une fois, voilà, c'est en fonction des interlocuteurs. Je pose pour chaque question, sinon ça tourne. Okay. Vous parlez de votre engagement militant. Avant de venir faire les études à ESAM à Caen, à l'école de Beaux-Arts, vous avez fait une licence en médiation culturelle et vous parlez aussi de cette expérience dans l'école de Beaux-Arts qui vous a amené vers le militantisme par l'atelier photographique au milieu carcéral que vous avez effectué durant votre première année, en 2014. Pourriez-vous nous en parler de ce parcours ? Oui. Après le bac, j'ai fait une année de prépa Beaux-Arts en région parisienne, à Rueil-Malmaison, une école qui a disparu. Et en fait, à la fin de cette année-là, je me sentais pas encore assez mature pour aller en école d'art. J'ai tenté des concours pour voir comment c'était, mais j'avais envie de passer par la fac et la théorie. Et en fait, j'avais vraiment j'avais envie de travailler avec les autres, de partager un peu mon expérience de quand j'étais petite en MJC, donc les maisons, c'est déjà MJC, maison, jeunesse, je sais plus. Mais en tout cas, c'était des maisons un peu de quartier avec des activités. Il y en a un peu partout, à moindre coût, toutes sortes de disciplines. Et moi, je faisais des cours de dessin tous les mercredis après-midi. Et en fait, c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que bon, c'était un peu compliqué à la maison, tout ça. Et en fait, j'attendais vraiment ce moment du cours de dessin pour un peu me sortir la tête de tout ça. Et en fait, c'est là où je me suis intéressée un petit peu à l'art-thérapie et à l'accompagnement bienfait quelque part de l'expression artistique. Et donc c'est comme ça que je me suis orientée vers la médiation culturelle avec cette idée de l'art pour tous, voilà, tout ça. J'étais plutôt intéressée par faire des ateliers de pratique artistique avec tout public plutôt que le côté guide conférencière. Et en fait, pendant ma licence à la fac, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était les fameux publics empêchés. On parle de publics empêchés, donc c'est un peu tous les publics, c'est résumé dans les publics
qui soit ne peuvent pas accéder à la culture parce que physiquement empêchés. On parle de toutes les personnes liées au handicap, les personnes en hôpital et les personnes en prison, voilà, qui sont physiquement empêchées. Et puis il y a aussi les publics, par exemple, milieux ruraux ou qui sont très éloignés dans les quartiers, très éloignés de la culture parce que mis dans des espaces éloignés des musées. Voilà. Et donc, c'est là où ça a commencé à m'intéresser, à me dire, ah bah tiens, je faisais des liens avec l'art-thérapie et du coup, me dire, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Et puis après la licence, du coup, j'ai très vite compris que je n'allais pas trouver de travail si je continuais en master. Et en fait, j'ai eu très envie de revenir à... Enfin, je me suis souvenu en fait que j'avais fait une année Beaux-Arts, en prépa, et j'ai eu envie de revenir à la pratique en me disant, bon, bah, je vais faire 3 ans aux Beaux-Arts, histoire de réaffirmer ma pratique, de développer, et puis après, voilà, je repartirai dans un cursus de médiation ou d'art-thérapie. L'art-thérapie, je l'entends, c'est pas les coloriages, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. C'est vraiment un accompagnement quand la parole n'est pas possible et on n'est pas dans de l'interprétation des dessins, ou voilà, on est plutôt dans le suivi de la gestuelle, de comment canaliser un geste ou au contraire comment le déployer, voilà. Et donc j'ai eu l'occasion en première année aux Beaux-Arts de monter un atelier avec un autre étudiant au centre pénitentiaire de Caen. C'était dans le cadre du coup d'un festival organisé par l'association étudiante de l'école dont je faisais partie. Et donc c'était l'idée pendant une semaine, de monter une semaine d'atelier, voilà, de A à Z. Voilà, à ce moment-là, j'avais juste eu cette petite connaissance même pas connaissance, une petite envie, voilà, de dire pourquoi pas faire un atelier dans le monde carcéral, mais en fait, j'avais vraiment jamais réfléchi à la question. J'avais un avis comme tout le monde, mais très basique, et j'étais aussi pas du tout politisée. J'avais voté, pour moi c'était pas, ça me concernait pas. Voilà, et en fait c'est cet atelier, j'en parle souvent parce que en fait ça a vraiment été le point de départ. Ça a été une grosse claque, et de voir les conditions de vie à l'intérieur, les conditions qui étaient décrites en fait par les 5 personnes que j'ai rencontrées. Et en fait, voilà, ça a été le point de départ pour commencer à lire des choses, commencer à regarder autour de moi, commencer à essayer de décortiquer le fonctionnement, les systèmes autour de moi, et voilà, une espèce de révolte de voir les gens pourrir en prison, et aussi du coup toute une réflexion sur à quoi ça sert la prison. Oui, mais quand même, c'est des gens qui ont fait quelque chose. Voilà, de défricher un peu tout ça, et puis du coup, en parallèle c'est là où j'ai commencé j'ai voulu retourner en prison après, et donc c'est là où je me suis engagée dans une association qui luttait pour l'association Génépi, qui luttait pour le respect des droits
en prison et qui faisait de la sensibilisation à l'extérieur, voilà, dans le débat public. À part... Vous voyez. Ok. À partir de 2022, vous développez un projet sur le long terme intitulé Paysage panoptique. Ce projet se constitue de résidences dans 8 villes frontalières avec l'Angleterre, dans chacune desquelles vous passez un temps conséquent, interrogeant les habitants, les travailleurs frontaliers et les associations. Pourriez-vous nous parler de la temporalité dans vos projets ? Ouais, le temps, c'est vraiment une grosse donnée dans mon travail. Déjà, je suis très lente. Dans ma vie perso aussi. Donc en fait, dans tout le processus, j'ai choisi de travailler la photographie argentique. Les choses en dessin que je peux faire, c'est toujours des choses qui demandent beaucoup de temps. Et c'est du temps en fait pour ingérer les informations, les digérer, les comprendre, parce que c'est des sujets vraiment complexes où il est très facile en fait de tomber dans la facilité, dans la facilité, dans le premier, les premiers égards, les premiers dans les stéréotypes, les clichés, et en fait des images qu'on voit assez souvent. On va d'abord faire des images sur ce qui nous saute aux yeux, et moi ce qui m'intéresse c'est de prendre le temps pour aller voir derrière, de dépasser ce temps de choc, de spectaculaire, pour approfondir et aller vraiment se triturer la tête pour vraiment essayer de comprendre le fond des choses, comment tout ça est construit, par qui, et donc la pratique de terrain demande aussi du coup tout ce temps-là, parce qu'il ne s'agit pas de venir, de faire des photos et de repartir sans comprendre ce qu'on prend en photo. J'aime bien aller chercher l'histoire du territoire où je vais, donc à la fois l'histoire mais aussi la situation actuelle. J'aime bien aller dans les archives, j'aime bien et prendre le temps avec les gens, même sans prendre d'image en fait. Prendre un café par exemple, ça fait partie du travail. C'était au début quand j'allais à Calais en 2015-2016, c'est là un peu où cette pratique du temps et donc de la photographie et du documentaire en fait c'est un peu mis en place. Et en fait il y avait des moments où mais j'ai pas pris de photos ce week-end-là, et en fait non, c'est absolument pas grave, voire c'est d'autant plus intéressant parce que des photos comme ça prises sur un après-midi où il y en a énormément. Il y a énormément de travaux autour des sujets que j'aborde. Et en fait... Beaucoup de travaux qui sont déjà faits sur les sujets sur lesquels vous travaillez. Voilà. Et en fait, moi, j'ai la chance, ou en tout cas, je prends cette chance de me donner du temps. Et du coup, ça fait vraiment partie de mon fonctionnement d'artiste, quoi. Donc, ce talent-là, il me le faut, quoi. Donc, en fait, ça signifie aussi des choix. J'ai arrêté de postuler à des résidences parce que je me suis vite rendu compte que, déjà, outre le fait que
c'est faire des dossiers à répétition, c'est tout un autre travail administratif voilà, qui est très lourd. Mais aussi parce que finalement les temporalités proposées ne conviennent pas à ma façon de faire. Et donc il y avait toujours une espèce de frustration. Souvent il y a un besoin de rendu à la fin. Et moi, enfin, voilà, au bout de 3 mois ou même 6 mois, enfin, si c'est un seul endroit, 6 mois, ça pourrait être ok, mais généralement c'est pas 6 mois, généralement c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, et en fait voilà, ça convient pas. Donc il y a des choix comme ça où en fait bon, bah, si je fais pas de résidence, du coup bah, faut que je me fasse ce que j'appelle des auto-résidences, peut-être d'autres mots qu'on peut utiliser, mais qui comptent tout autant, mais qui du coup là c'est en autonomie, qui sont pas soutenus par une structure ou voilà. Après du coup, j'ai eu les aides à la création de la DRAC et de la région Normandie. Ça, c'était un autre cerveau lié à la cohérence politique. Mais voilà, je fais en sorte de pouvoir organiser mon temps, le temps dont j'ai besoin, et de ne pas céder justement à... Bah, tout doit être plus vite, tout doit aller, enfin voilà, un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et le choix de la photographie argentique, voilà, c'est vraiment le temps de la digestion et de comprendre, de me faire moi un avis. Et en fait, j'ai besoin de beaucoup d'éléments qui prennent du temps, et je pense que c'est important aujourd'hui de prendre le temps de comprendre plutôt que d'aller trop vite, de lire une phrase trop vite, une info trop vite, ou enfin d'essayer de comprendre aussi si c'est vrai, faux. Enfin, voilà. Donc vous parlez de cette façon régulière de voir des choses d'une manière assez superficielle, ne pas aller en profondeur du fait que vous avez besoin de temps. Est-ce que le travail que vous créez de cette façon, comme le travail par exemple que vous avez fait autour du centre de détention en forêt de la République tchèque, est-ce que c'est aussi un essai de dépasser l'aveuglement par la quantité des images, l'aveuglement de spectateurs par la quantité des images photojournalistiques? C'est vraiment une autre proposition, un autre langage. C'est effectivement pour bon nombre de... Enfin, les grands médias, en général, je me positionne vraiment à l'encontre. Je parle du danger de l'histoire unique. C'est un bouquin, je ne me rappelle plus de l'autrice, mais je pourrais vous le redonner. C'est une des lectures qui m'a vraiment, qui m'a aidée à formuler, à construire mon travail et ma position. C'est donc le danger de l'histoire unique. C'est l'idée de qu'il y ait une seule parole, une seule l'histoire des dominants, des vainqueurs, comme on dit souvent, et que en fait ce serait qu'il y aurait une objectivité en fait dans la presse, ou alors que pour moi l'objectivité n'existe pas, même si on est journaliste, ou on vient forcément d'une histoire, d'un vécu, on a les connaissances qu'on a, on va forcément être sensible différemment. Donc pour moi, voilà, l'objectivité, c'est plutôt les personnes qui parlent d'objectivité, je pense que c'est plutôt des personnes qui sont du côté des dominants et qui servent du coup les pouvoirs en place. Et du coup, oui, c'est un tout autre
Angle Le Temps, et il y a plein aussi de journalistes alternatifs là, qui émergent là, depuis quelques années et qui font vraiment des vrais boulots de fond, et qui font du bien. Moi, du coup, je suis pas là pour, par exemple, donner contrairement au journalisme, donner de l'information ou donner... je vais évoquer une situation, il va y avoir forcément de l'information, mais le but, c'est pas d'être dans une vérité ou dans... Le but, ce serait Moi, j'étais là à cet endroit-là, j'ai vu ça, ça me pose question, et vous? C'est plutôt de poser des questions que d'y répondre. Et en tout cas, moi, dans mon parcours, j'en suis là. Et donc un tout autre langage que le langage formel aussi, dans les formes et les matériaux utilisés, en fait, ça dit aussi des choses, ça donne aussi des clés, quoi, des indices sur ce que je peux penser de cette situation. Et mais c'est vraiment pour moi un prétexte, enfin ma pratique artistique est vraiment un prétexte à la discussion, au débat, mais dans le processus, c'est vrai que, il y a plein de choses qui se rapprochent du journalisme, mais je me considère vraiment quelque chose de différent, et il y a une liberté quand même quand on est artiste qu'on n'a pas forcément quand on est journaliste. Et au sujet du centre de rétention, en fait, c'est des lieux où on n'a pas accès. Très peu de personnes ont accès. Même moi, en tant qu'artiste, là, pour le coup, j'ai pas eu accès. J'ai pu écrire un texte sur ce qui se passait à l'intérieur. J'ai pu rentrer à l'intérieur, mais c'était en me faisant passer avec une ONG comme une stagiaire avocate. Voilà. Et en fait, voilà, il y a un texte qui est sorti de ça. C'est ce que j'appelle les photos écrites. C'est quand la photographie est pas possible. Mais je crois que par rapport à tes questions, je m'égare. Non. Et je trouve qu'en tant qu'artiste, même si là, donc, c'était pas possible d'y aller en tant qu'artiste, on a quand même beaucoup de portes qui nous sont ouvertes. Et encore une fois, c'est cette responsabilité envers tout un chacun, je sais pas, membre de la société. C'est d'y aller, quoi. Je vais essayer de préciser la chose. En fait, dans le projet que tu as fait sur la forêt en République tchèque, vous mettez ensemble les photographies des barreaux de ce centre de rétention avec les photographies des arbres. Pour moi, personnellement, c'est une image tout aussi forte et presque plus forte que les portraits des personnes qui y seraient détenues. Et même si vous n'arrivez pas à prendre des photographies de ce qui se passe à l'intérieur, on le comprend très bien de votre travail. Et donc ma question c'était, est-ce que ce travail plastique, c'est vraiment la tentative ultime de dépasser la saturation du public par toute cette imagerie de pauvres migrants ou horribles migrants ou peu importe lesquels migrants? Ouais, je fonctionne beaucoup par analogie dans les images.
C'est vrai que je me sers beaucoup de ce qui se passe autour pour parler de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis bon, la forêt en République tchèque, comme la forêt autour du centre de rétention de Rouen, Rouen-Ouassel, qui est dans la même configuration. En fait, la forêt, je l'ai très vite senti, en arrivant, juste que ça fait une autre mur encore, une autre étape, une autre une autre barrière, strate, voilà, de barrières, et que la forêt finalement participe, malgré elle, à la sécurité du site, et que du coup, pour le coup, l'analogie entre les troncs d'arbres qui du coup dans cette forêt étaient très... Les arbres en question étaient très hauts, et du coup avec un tronc nu, le feuillage arrivait vraiment en hauteur, donc il y avait vraiment ce truc d'y voir des barreaux en fait, et le fait de pas montrer, de choisir plutôt cette forme-là pour parler des personnes, ou parler de l'organisation à l'intérieur, oui, ça me semble plus pertinent, pas plus pertinent, mais en tout cas c'est une proposition qui va à l'encontre effectivement de la espèce de, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le seul qui me vient, de pornographie de la misère, où vraiment on va chercher le plus choquant, le plus... ça me fait penser aux campagnes d'appel à dons des ONG, plutôt années 80-90, aujourd'hui c'est de moins en moins, mais où vraiment on voit il faut faire pleurer pour que les gens donnent de l'argent, et attirer la pitié, et donc ça passe par des images d'enfants en pleurs, misérables, presque nus, ou qui n'ont pas de vêtements, des groupes effectivement, des tas en fait, des masses de gens qui sont pas personnifiés, qui sont pas... l'image du migrant, c'est vraiment... il y a vraiment de quoi faire. En fait, encore une fois, c'est en fonction des objectifs, que ce soit pour faire peur, soit pour attirer la compassion, la pitié. Donc c'est des images qui construisent en fait l'imaginaire collectif de l'image du migrant, mais qui vient même de... J'ai pas encore trop poussé là-dedans, mais dans cette recherche, mais en fait qui vient vraiment aussi de la vision colonialiste, parce que l'image du migrant aujourd'hui, en fait, elle est très proche de l'image qu'on faisait des personnes dans les colonies, en Afrique par exemple. Il y avait comme les os humains, et qui façonnent du coup ce truc de sentiment de supériorité, ou de peur, ou de fantasme aussi. Et je pense que ces images-là, il doit y avoir un truc à creuser là-dedans, surtout le point de vue européen sur la crise migratoire. Je pense que c'est largement issu de l'histoire coloniale de l'Europe, et en fait c'est cette image qui a été créée, et donc moi je suis née en France, je suis française, et donc depuis petite c'est une image qui
confronté au racisme ambiant, en fait, qui est de fait, en fait, dès que tu nais en Europe, parce que c'est son histoire. Et qu'en fait, pour s'en défaire, il faut attendre de sortir de l'école déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de l'histoire dont on ne parle pas à l'école, ou les images qu'on voit, même si c'est pour les critiquer, mais en fait on les continue à les voir, ces images, et du coup dans l'imaginaire, c'est comme quand on regarde quelque chose plusieurs fois, même si on est contre, ça va finir par rentrer dans les têtes. Et c'est les stratégies, voilà, des médias, des chaînes en info, d'info continue. Donc en fait, je pense que, moi en tout cas, je fais le choix. Je suis au début de mes réflexions, mais très tôt, en fait, j'ai fait le choix j'avais conscience qu'aborder les questions de frontières, d'immigration, de politique migratoire, c'était très compliqué, très sensible, et que voilà, qu'il y avait une responsabilité, il ne fallait pas faire n'importe quoi, justement parce qu'on vient de cette histoire-là. Et donc, très tôt, le choix d'avoir personne sur mes images. Ou en tout cas, si je veux montrer des personnes, c'est des personnes qui sont en action, c'est des personnes qui sont en lutte dans les manifs, ou c'est des personnes qui sont dans leur meilleur jour quelque part, qui sont résistants, et non pas dans une position dans laquelle moi j'aimerais pas me voir. Ça pourrait très bien m'arriver demain de me retrouver à la rue, et que ça soit une période de ma vie. Et en fait, est-ce qu'on a envie aussi de... moi je pense que j'aimerais pas me voir représentée de cette manière-là, parce que je ne suis pas que ça. Et donc j'ai fait le choix très vite de mettre personne. C'est peut-être aussi la facilité. Mais en tout cas d'aller contre cette image du choc et du figuratif, quoi. Tu peux proposer ? Oui. Donc vous parlez de la forêt comme barrière, vous parlez des migrations et des frontières. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus sur l'analogie entre le mur atlantique des temps de la Deuxième Guerre mondiale qui était construit pour les besoins de la guerre, et l'actuelle frontière franco-britannique qui est construite dans des temps entre guillemets calmes? Oui. Du coup, je me suis intéressée au mur de l'Atlantique dans le cadre de ma recherche paysage panoptique, qui vise à documenter la transformation des paysages liés au durcissement des lois migratoires, et donc de la frontière entre la France et l'Angleterre. Et en fait... j'aurais jamais imaginé m'intéresser au bunker, parce que en fait, comme j'entends souvent, du coup, c'est des éléments qui font partie du paysage aujourd'hui, on les voit même plus. Beaucoup trouvent ça normal, en fait, parce que notamment les nouvelles générations, nos générations, en tout cas, qui vivent sur la côte. Il y a certaines régions choisissent d'en faire un patrimoine historique à conserver, comme en Normandie par exemple. D'autres régions vont plutôt être gênées parce que ça gêne des plans d'urbanisme. Qu'est-ce qu'on fait de ces... Qu'est-ce qu'on fait de ces grosses tâches, quoi, qui rappellent aussi des moments sombres. Mais ça sert, c'est aussi des lieux joyeux pour les nouvelles générations, parce que c'est aussi des lieux de fête, des lieux où enfants,
des jeux, quoi. Et du coup, j'ai découvert toute l'histoire du mur de l'Atlantique parce que sur le terrain, je me concentrais sur mon sujet, donc, qui est autour des guerres maritimes et donc des clôtures et des éléments sécuritaires et militaires qui sont en train d'être installés tout le long de la frontière. Et en fait, à chaque fois, je me confrontais aussi à ces bunkers. Et donc, c'était une discussion avec Michelle Goldstein, qui était une ancienne technicienne photo à l'école et aujourd'hui amie, qui du coup, elle, donc de la génération plutôt de mes parents, et qui est très sensible à cette histoire, parce que liée à l'Allemagne, liée à sa famille, tout ça. Et en fait, ça fait sens. En fait, ça fait sens parce que c'est des installations militaires pour garder une frontière. Sauf que là, du coup, le mur de l'Atlantique était plutôt dans l'idée d'empêcher des gens de venir, donc les Alliés, l'Angleterre, les Canadiens, les Américains. Tandis qu'aujourd'hui, du coup, les grilles, les clôtures qui se montent sont plutôt pour empêcher en fait, les personnes de sortir de l'Union européenne pour aller en Angleterre. C'est pas le même contexte, c'est pas le même. Mais en fait, toute cette côte de la Manche a vraiment une histoire. Enfin, j'ai compris et j'avais envie de m'intégrer dans cette histoire des fortifications militaires. Parce que je trouve que ça fait sens. Et en fait, il y a aussi Vauban. Et en fait, chaque installation militaire dans l'histoire en fait se soutient. Enfin, il y a un truc où on s'appuie sur. Et du coup, là, on peut dire ouais, c'est des grilles. C'est des barbelés, c'est pas aussi imposant que du béton armé. Mais en fait, pour moi, c'est hyper symbolique, c'est hyper violent en fait. Ça se traduit dans le paysage, ça défigure en fait le paysage et surtout ça traduit une politique ultra violente, mais du spectacle, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme était le mur de l'Atlantique, parce que du coup, j'ai lu pas mal de trucs sur la Seconde Guerre mondiale, et ce mur, et en fait, on disait déjà à l'époque, l'organisation TOT, qui a organisé ce mur, disait déjà que en fait c'était vraiment une espèce de leurre, enfin c'était plutôt défensif, c'était plutôt Pardon. Je me suis retenue comme je peux. On peut faire une. Oui, du coup, pour finir, on disait déjà donc du mur de l'Atlantique que c'était vain de toute façon. Enfin, c'était trop énorme comme entreprise, quoi, de construction. Donc, que c'était plutôt histoire de montrer à la population, surtout allemande, que la frontière était bien. C'était une espèce de. Une propagande, il y a eu une énorme propagande autour de ce mur, comme quoi il était invincible, que que les Alliés ne pourront jamais le franchir. Il y avait une espèce de mise en scène comme ça de la frontière et un leurre, quoi, qu'on retrouve aujourd'hui en fait dans la frontière actuelle. En fait, c'est énormément d'argent,
pour finalement, en fait, pour rien, parce que en fait, ils justifient, les pouvoirs, donc le gouvernement français, mais aussi européen et anglais, parce que du coup c'est frontière anglaise, c'est les Anglais qui payent tout ça. C'est vraiment à but de rassurer les populations, vu qu'on est de plus en plus dans des discours fascisants, des discours anti-immigration. C'est vraiment pour moi à but déjà électoral, pour dire regardez comment on garde bien nos frontières. Et il y a un discours aussi de dire que c'est pour la sécurité en fait, des personnes qui risquent leur vie en fait, à traverser pour rejoindre l'Angleterre. Et c'est la faute des passeurs et tout ça. Et en fait, bien sûr, je ne crois pas du tout à tout ça. Et je pense que ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on est dans cette politique-là de garder la frontière anglaise sur le territoire français, coûte que coûte, en mettant vraiment beaucoup de choses visuelles pour que ce soit impressionnant, pour dire ah ouais d'accord, donc là vraiment personne ne peut passer, alors qu'en fait si, en fait on n'arrêtera jamais des personnes dans leur choix, et en fait le seul truc c'est qu'ils vont prendre plus de risques, et en fait depuis que donc ça date de surtout 2016-2017, en fait à la fin du bidonville de Calais, quand le bidonville a été expulsé, c'est là où on a vu petit à petit apparaître des structures de sécurité autour des gares maritimes sur tout le reste de la côte, parce que du coup beaucoup de personnes ont tenté de trouver d'autres stratégies pour rejoindre l'Angleterre et donc passer par d'autres villes. Et donc il y a des millions qui ont été débloqués, des millions d'euros pour la sécurité de ces ports à toute échelle. Et donc en fait c'est depuis ce moment-là qu'on voit qu'il y a le plus de morts en fait dans la Manche, et qu'en fait c'est vraiment une politique raciste de base, et chose qu'on n'a pas vue. Parce que je fais le comparatif par exemple avec les personnes réfugiées ukrainiennes, où là vraiment on a pu voir que c'est possible d'accueillir dignement, à bras ouverts, les gens, et c'est tant mieux. Et en fait c'est essayer de comprendre pourquoi il y a une différence alors qu'a priori il y a les mêmes raisons. Et c'est là où il faut creuser dans le géopolitique, voir plus loin en fait que localement, et voilà. C'est bon? Oui. La mise en œuvre de vos projets suppose un dialogue avec les autorités et les administrations. Pourriez-vous nous parler de cette expérience et de la réception que ceux-ci ont de votre travail a posteriori? Pour l'instant, j'aimerais bien un dialogue, mais pour l'instant, ça s'est fait surtout au niveau, je dirais, des aides à la création. Après... Même sur place? Oui, sur place, lié à ce projet, en fait, ou même aux autres, j'ai pas nécessairement de lien. Ça se fait de fait quand je prends des photos autour des gares maritimes, que je me fais contrôler par la police, ou parce que soi-disant c'est interdit de photographier les alentours des gares maritimes. Mais
je pense pas être bienvenue en fait avec ce projet-là, parce que forcément ça montre une face de la ville qui est pas très comment dire, qui est pas très je cherche pas dire cool, mais enfin voilà, qui est pas enviable, qu'on n'a pas envie de montrer. Après, il faut savoir que tout ce qui est les élus locaux, c'est vraiment une politique nationale, et en fait les politiques locales n'ont aucune prise en fait sur ces décisions, ils sont même pas en fait consultés. Enfin voilà, ils ont juste voilà, ça va être ça, il va se passer ça, et après c'est au local de mettre en place voilà, au niveau de la voirie, tout ça. Enfin, mais c'est pas du tout venu des politiques locales. En revanche, il peut y avoir dans certaines villes des élus plus ou moins, ou des administrations plus ou moins qui vont plus ou moins dans le sens en fait de la politique nationale. Donc, par exemple, on voit bien que Ouistreham, donc à côté de Caen, ou Calais, pour prendre vraiment, là ça va être des politiques qui vont vraiment aller dans le sens du tout sécuritaire, de la répression, tandis que, et qui en demandent même plus, tandis que d'autres élus, comme on a pu voir pendant un temps à Cherbourg, ou Dunkerque par exemple, qui là du coup se sont... Ok, ils n'avaient pas le choix sur les installations. Par contre, ils ont fait le choix d'accueillir, ou en tout cas d'installer des espaces d'accueil, que ce soit en journée, plutôt des espaces d'accueil de jour, pour au moins que les personnes aient un endroit, même si c'est des personnes en transit, donc qui sont en attente, qui sont bloquées à cette frontière, pour qu'ils aient au moins voilà, les premiers besoins à portée de main, quoi. Et donc ça, en fait, c'est complètement à l'encontre des politiques nationales. Donc cet été, tu as eu son premier cas de censure. Voilà, cet été, c'était pas sur... j'étais en résidence. Je travaillais avec une ville, donc une mairie, pas très loin d'ici. Une mairie communiste, du coup, et qui du coup, en fait, donc j'étais venue... La mairie m'avait mis à disposition un espace de travail, et voilà, j'étais payée par la DRAC, en quelque sorte. Et en fait, j'étais venue pour poursuivre mon travail sur le centre de rétention et l'école de police de Rouen-Vassel. Et en fait, c'était l'idée de travailler avec les habitants de la ville où j'étais, pour savoir voilà, ce qu'ils en pensent, parce que c'est vraiment à côté. Et voilà, c'était tout le but de la résidence, c'était de travailler avec les habitants. Et en fait, je voulais proposer comme point d'attaque, première approche, une exposition où je montrais déjà les travaux déjà réalisés en 2020 sur ce territoire, et pour voilà, avoir un point de départ, et pour des discussions, et potentiellement un travail ensuite. Et en fait, le service culture du coup de la mairie était très enjoué, en fait, ils m'ont accompagné, ils ont vraiment bossé à fond pour que mon projet se réalise.
Et en fait, du coup, c'est monté un peu plus au-dessus au cabinet du maire. Et donc là, moi, je voulais avoir un entretien avec le maire pour poursuivre ma recherche, pour savoir voilà, ce qui... Justement, comprendre sa position, quel est son rôle, lui, dans tout ça. Et en fait, je n'ai pas pu voir le maire et on a annulé en fait l'exposition, on a annulé mon projet qui était écrit depuis le mois d'avril. Et donc en pleine résidence, parce que politiquement trop sensible, parce qu'on sortait de la dissolution et des législatives, je suis arrivée le lendemain des résultats, le 8 juillet. Et en fait, la commune, qui est historiquement communiste depuis la Seconde Guerre mondiale, est passée pas loin du RN. Et en fait, moi, je l'ai pris un peu comme ça, en disant, bon, bah, sachant qu'elle est municipale dans pas longtemps, voilà, c'est histoire de ne pas remuer, en fait, des sujets sensibles, des sujets qui fâchent, qui peuvent faire remonter, en fait. Voilà, on m'a parlé de discours, encore une fois, de plus en plus fascisants, c'est les mots dans la population. Donc, sauf que moi, je proposais vraiment un espace voilà, d'échange, que potentiellement les désaccords et les mots un peu trop hauts, bah, ça fait partie en fait des discussions et de l'échange. Et en fait, c'était pas l'idée de... C'est jamais l'idée en fait de convaincre que mon idée et que ma pensée et ma vision est la meilleure. C'est plutôt voilà, de savoir aussi ce qu'on pense en face et puis tout simplement de parler du sujet centre de rétention par exemple. Beaucoup de personnes ne savent pas que ça existe. Simplement voilà. Et donc voilà, j'ai dû tout arrêter en plein milieu et du coup j'ai continué moi de mon côté, mais il ne fallait pas que j'aborde le sujet avec les habitants. Donc je n'ai pas... Du coup j'ai choisi plutôt que de réfléchir à partir sur d'autres pistes ou refaire complètement un autre sujet, j'ai plutôt préféré laisser les choses là et de moi poursuivre de mon côté ma recherche. Parce qu'on pouvait me proposer, on pouvait me dire oui non mais l'exposition, voilà, c'est possible, mais par exemple seulement si vous parlez de la forêt. Et du coup bah j'ai eu quand même une petite restitution avec le club photo de la ville. Donc, et là en fait j'ai joué le jeu, j'ai montré un peu une sortie de résidence, j'ai montré les images que j'avais faites. Et donc c'était un peu mon parcours depuis la ville jusqu'au centre de rétention et donc traverser la forêt. Et donc forcément dans la forêt on voit les grilles, on voit les barbelés, on voit les caméras, on voit, enfin voilà, sauf que bon, beaucoup de gens savent que c'est l'école de police, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'à l'intérieur il y a un centre de rétention. Et donc voilà, j'ai juste fait mes images et en fait de montrer les images sans évoquer vraiment du tout le sujet. J'ai juste évoqué, voilà, moi c'est une marche, je marche beaucoup quand je suis sur le terrain, quand je travaille. Et donc voilà, c'est un petit rapport de ma marche. Sauf que les conversations sont dues d'elles-mêmes. Et en fait, sans que ce soit moi. Donc forcément, j'ai montré, on a fini sur les grilles. Mais j'ai pas du tout abordé le sujet. Et en fait, c'est les personnes tout simplement qui... Ah mais oui, mais les grilles, ah mais... Et qui du coup pensaient faire une balade en forêt. Et qui finalement, bah oui, dans la forêt, on voit ça aussi. Et du coup, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je cherche, quoi. Et en fait, ça, j'ai un peu
détourné sans le savoir, parce que je pensais pas que ça allait déclencher aussi des conversations, et donc c'était... Enfin voilà, des fois on n'a même pas besoin en fait de parler de... Les gens font leur chemin tout seuls. En parlant justement des textes, vous faites beaucoup d'usage de textes. Est-ce que vous les pensez comme des commentaires, des circonstances, donc contexte, ou comme témoignages en addition à ce que le visuel n'est pas capable de rendre? Et est-ce que vous pensez continuer à utiliser le texte dans vos travaux? Ouais, pour moi, le texte est toujours venu en même temps que les images. Parfois, c'est les images qui sont en support du texte. Enfin, souvent, c'est l'inverse, mais il y a des textes qui sont réellement des pièces que je considère vraiment comme des pièces. J'appelle ça aussi des notes de terrain. Parce que ça montre aussi ce processus qu'on ne voit pas au final dans une exposition. Cette marche, et oui, en fait, je pense que mon travail, ou même le travail en général, le travail documentaire, ça suffit quand même rarement à lui-même, quoi. Moi, j'aime bien quand même donner des éléments de contexte, au moins juste une date et un lieu. Voilà. En général, c'est le minimum que je puisse faire. Et souvent, le texte vient un peu soit amener une note un peu d'humour ou politique, ou c'est un mélange d'informations formelles. Voilà, c'est un mélange de ce que je peux ressentir. En fait, ça donne des clés. Comme j'ai pu utiliser aussi auparavant la vidéo. C'était des morceaux de vidéo, ça date de mon diplôme. Mais j'aime bien aussi, je considère comme des textes ou des images donc, qui ont différents statuts. Et donc les vidéos, là par exemple, c'était comme des ponctuations ou un support. Et donc la vidéo, je la traitais sans... C'était des rushs en fait, sans montage. Voilà. Et voilà, il y a des images qui peuvent être juste des transitions, ou ce que je fonctionne aussi beaucoup en série. Donc pareil, la série, même si le texte va apparaître que dans le titre aura toujours du coup une importance. Où le texte apparaît parfois en légende, sur le cartel. Ou des fois carrément sur l'image. Mais en fait, ouais, ça a différents statuts. Et souvent, je joue avec la typo, le basique Times New Roman. Ça c'est souvent quand j'écris vraiment, ça va être différent d'un titre par exemple. Ça peut être Et si on parle de la photographie, vous utilisez le plus souvent du film argentique. Vous avez dit que c'est peut-être lié à la temporalité que ça demande. Souvent, c'est des argentiques au format carré, ce qui n'est pas le format qui est le plus souvent utilisé pour documenter les faits. Pourriez-vous nous parler de ce choix? Oui, la photographie argentique, du coup, elle est venue déjà par l'école, parce que je pense pas que toute seule j'y serais venue. Donc c'est la découverte du processus du labo et tout ça. Le temps, donc t'en parlais,
le temps sur le moment de la prise de vue, qui me plaît vraiment beaucoup. C'est un temps où je me pose la question, est-ce que cette image est vraiment nécessaire? Est-ce que... du coup, c'est des images qui sont travaillées, travaillées au sens... quand je vais prendre une image, ça va pas être de l'instantané, quoi. Je vais prendre le temps de me déplacer dans l'espace, trouver le bon nom, comme tout photographe, en fait, mais on réfléchit, je trouve qu'on réfléchit plus quand on est limité sur la pellicule, et puis financièrement aussi. Mais bon, ça en général, pareil, je me donne les moyens pour voilà, si j'ai envie de travailler cette matière, comme on disait étudiant, la photo, on ne mange pas tous les jours, mais on fait de la photo argentique, et ça c'est bon. Mais j'en suis plus là. Et donc oui, la pellicule, c'est aussi parce que j'aime la matière à la fin que je dessine aussi, et que en fait il y a vraiment le grain qui me... J'aime bien quand parfois on dit d'une photo, j'ai cru que c'était du dessin, et parfois mon dessin, on dit je croyais que c'était une photo. Il y a vraiment... j'aime beaucoup cette... j'ai encore jamais combiné les deux sur une même pièce, mais ça ne saurait tarder. Et il y a le noir et blanc aussi, on pose beaucoup de questions. Pareil, beaucoup de raisons... il y a des raisons pratiques, financières, où le noir et blanc c'est moins cher, que pratique tu peux développer à peu près partout chez toi, tout seul, le noir et blanc, que je suis plus habituée à ça. Et puis voilà, le noir et blanc aussi, du coup quand je prends des photos, je pense au noir et blanc. La couleur arrive quand la couleur est nécessaire en fait dans l'image pour comprendre une information. Mais généralement, voilà, on est sur du noir et blanc parce que j'aime bien ce décalage que ça crée avec le réel. Du coup, on n'est pas tout de suite à se dire c'est une photo de, c'est un bâtiment. On va dire c'est déjà on dit c'est une photo de bâtiment. Il y a un truc, on n'est pas directement plongé en fait dans le réel que ça représente. Mais on a cette distance, ce petit recul qui me plaît assez, et qui laisse en fait le champ pour aussi la poésie ou différentes interprétations, étant donné que je trouve que la couleur est un peu trop directement, un peu trop frontale, quoi. Et du coup le format carré, c'est parce que j'utilise un appareil photo que j'aime beaucoup, un moyen format, le Mamiya, que j'ai découvert à l'école, et que ensuite, par la suite, j'ai acheté pour moi-même. Et en fait, j'aime beaucoup, il y a une qualité incroyable. On n'est pas sur une chambre non plus, mais un jour peut-être j'en aurai une. Mais je suis pas une obsédée du format carré, c'est juste que j'aimais beaucoup cet appareil photo étant étudiante, et que ouais, je sais pas, ça... Tout d'un coup, c'est comme des portraits en fait. Il y a un truc parce que là où je l'utilise déjà beaucoup moins sur ce nouveau projet paysage panoptique, parce que je me confronte très vite. Le format carré du coup pour les paysages c'est compliqué. Si le paysage est et comme ça, il y a bien une raison, mais je l'utilise quand même. En fait, j'ai pas de... Il n'y a pas nécessairement de raison, ou en tout cas, je sais pas encore l'expliquer, parce que ça va être
généralement, je me promène avec mes 3 appareils, parce que j'ai aussi un numérique. Et puis, en fait, c'est aussi en fonction de mon état mental. C'est ce que vraiment le 135 basique, du coup, ça va être moins de gestion que du coup le moyen format, où il faut la cellule, il faut idéalement un pied, voilà, donc en fonction de mon état d'esprit, de ma fatigue, de ma motivation, je choisis tel ou tel outil. Et après des repérages, si je vois qu'il y a vraiment besoin de cet appareil-là, je vais revenir avec cet appareil-là. Tu veux faire pause ? La mise en espace, c'est vraiment... Enfin, non, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais... Je dirais que c'est le moment que j'aime le moins dans mon métier, bizarrement. C'est le moment où je suis peut-être le moins à l'aise. Parce qu'avant de mettre en espace, il y a la question de la forme qu'on donne à toute cette matière accumulée. Et donc la mise en forme en fonction de, du coup, comment on le met dans un espace. Et donc, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on m'a toujours un peu reproché dès l'école, c'était d'être toujours trop dans le fond et de ne pas être assez dans la forme. Et du coup, c'est quelque chose que je me traîne. Après, il y a quand même... Enfin, souvent, je vais du coup assez à l'essentiel, parce que j'ai toujours peur que la forme, en fait, prenne le pas sur le fond et que ça rajoute, en fait, du discours qui n'a pas besoin, en fait, ou de la fioriture, ou que tout d'un coup, la forme amène... rentre dans le pathos ou dans... Enfin, voilà. Et donc, il y a vraiment une grande réflexion sur voilà, la matérialité que deviennent les images, la matérialité des images, quel papier, parce que c'est pas l'idée de faire des objets hyper précieux, justement pour être en raccord avec... positionnement politique ou enfin et donc là en fait c'est vraiment la mise en forme pour moi, c'est comment voilà, traduire entre ma matière et ce que j'ai compris dans ma tête, comment traduire à quelqu'un d'autre tout ça et souvent je fonctionne comme un texte, même un corpus de texte en fait. Il y a des œuvres qui peuvent fonctionner toutes seules, mais c'est encore mieux si en fait il y a toute la période ou toute la période de travail sur un territoire. Et en fait ça permet de comprendre petit à petit, enfin voilà, vraiment tout ce que j'ai pu trouver, analyser, tout ce qui m'a intéressé en fait dans un lieu. Et donc ces corpus-là, chaque pièce raconte quelque chose et j'aime bien, du coup, quand c'est mis en espace ensemble, j'aime bien reconfigurer, souvent jouer entre ce que raconte chaque pièce, donc créer un espèce de dialogue ou d'essayer d'amener un peu comme une phrase en fait, où chaque pièce serait un mot et avec la ponctuation, donc il y a des pièces qui vont être plus ou moins mises en avant ou et en fait
qui me fait aussi très peur, enfin très peur, c'est la finitude, enfin c'est le fait que quelque chose soit fini, alors que j'aborde, que mon travail et que j'aborde des sujets, dans le documentaire en fait c'est constamment en évolution, c'est constamment, ce qu'on va se dire à un moment T, ce que je raconte là aujourd'hui, mais ça c'est pour tout le monde, mais ça va forcément évoluer et du coup je me laisse la liberté de me dire, comme ce que j'ai fait l'expo à Évreux en ce moment, c'est des pièces que j'ai réalisées en 2020, pour prendre un exemple, donc autour de du centre de rétention de l'école de police, et en fait là, j'y montre, j'avais un mur, on est 9 artistes à exposer, et j'avais un mur. Et je voulais montrer, c'est un espèce de condensé, en fait, de ma recherche sur ce territoire-là. Et donc, ça ne me dérange pas du tout de tronquer, en fait, des séries, de mettre, en fait, des petits bouts de chaque œuvre pour recréer, en fait, un espèce de discours d'aujourd'hui, en fait, entre 2020 et 2024, et de montrer ce qui finalement une espèce d'essence, mais là c'est parce que il n'y avait pas énormément de place et qu'il a fallu faire des choix, mais en fait j'aime bien pouvoir me dire que ce sera pas à tout jamais comme ça, et du coup de me laisser le temps. Encore une fois, il y a des pièces qui n'avaient pas de titre en 2020 ou qui avaient un titre que j'avais pris comme ça parce qu'il y avait une expo en fin de résidence, encore une fois, et du coup on fait les choses, mais que aujourd'hui j'ai envie de renommer. Et en fait, donc le rapport à l'espace d'exposition, la mise en espace, je suis encore en train d'expérimenter, de l'appréhender à chaque nouvelle occasion. Et en fait, à chaque fois, ce sera... c'est pas... il y a des pièces où on accroche et puis en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre de plus à faire, mais idéalement, mon travail se montre en corpus, en ensemble. Et si on ferait une rétrospective, parce que mon travail, en fait, c'est pas un sujet, je passe à une autre histoire, ou c'est vraiment la continuité. Ah, ça, j'ai compris ça. Et du coup, c'est depuis 10 ans maintenant, approfondir une question et à chaque fois d'apprendre un nouveau truc et de se dire ah mais tiens, comme là, quand j'ai fait mon Erasmus en Turquie, j'ai compris, on m'a parlé de Frontex, et c'est là où j'ai commencé à me dire ah Frontex, ok, du coup les frontières européennes, et du coup aujourd'hui Frontex, je suis en plein dedans, et en fait c'est une question en amène une autre, et du coup c'est vraiment l'idée d'utiliser la pratique artistique pour comprendre le monde, comment est construit le monde dans lequel on est, et du coup peut-être que je vais parler de frontières et migration jusqu'à la fin de ma vie. Je veux pas en être la spécialiste non plus, mais en tout cas oui, j'aime bien cette idée de process, et c'est pour ça, encore une fois, que les résidences me paraissent pas adaptées en fait, à mon fonctionnement, parce qu'on me demande souvent un truc sur le territoire, et donc ça demanderait encore beaucoup de recherche, beaucoup de m'imprégner des lieux, et du coup de changer mes questionnements sur lesquels je suis. C'est bon.
Pourriez-vous nous parler de vos interventions dans le milieu scolaire? Comment décrirez-vous la différence avec les interventions dans le milieu carcéral? Et avez-vous eu l'occasion de faire ce type d'atelier avec des migrants? Alors les interventions avec les publics, alors notamment les scolaires, je n'ai pas fait beaucoup avec les scolaires. J'ai plutôt fait public adulte. Les scolaires, en fait, c'est souvent un public captif, du coup, qui n'a pas vraiment le choix. Moi, je suis intervenue plutôt dans le dispositif de Visu, qui est particulier, un dispositif de la DRAC, qui en fait prévoit 12 heures, c'est soit en collège, soit en lycée, ça peut être aussi les universités, mais moi j'ai fait collège-lycée, qui prévoit 12 heures d'intervention, en comprenant en fait le montage d'une exposition au sein de l'établissement. Et après, voilà, c'est partager le temps entre la médiation du travail, donc le blabla, et l'échange et la pratique artistique. Et donc là, on travaille avec les professeurs d'art plastique. Et en fait, donc là, c'est assez particulier parce que c'est un projet qu'on monte avec le ou la professeur en fonction de comment ils connaissent leurs élèves et puis de ce qu'ils ont aussi envie. C'est aussi en fonction du programme, comment on s'insère dans le programme. Et donc, ça restait très intéressant, après assez frustrant, je dirais, parce que en fait, il n'y a pas le temps. Voilà. Enfin, vu que je suis lente, en fait, il n'y a pas du tout le temps de vraiment créer un lien en fait, avec les élèves. Souvent, c'est les élèves, j'ai pas le temps de connaître les prénoms. Pour l'instant, j'ai pas vécu d'atelier vraiment construit sur le long terme avec une classe, parce que là aussi c'est l'idée de travailler avec plusieurs classes, donc sur 12 heures en fait, non, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais du coup pas dans les conditions optimales. Et mais bon, voilà, moi ça m'a montré aussi un autre monde, parce que je connaissais pas du tout l'éducation nationale, tout ça. Bon, j'ai eu un job étudiant, j'ai un peu bossé dans les écoles primaires maternelles, mais voilà, en tant qu'intervenante, du coup, il a fallu aussi beaucoup expliquer les mots que j'employais. Enfin, il fallait, vu que j'étais plutôt habituée à un public adulte, les questions que j'aborde en collège, c'est aussi un public compliqué, mais au lycée, ça faisait quand même pas mal réagir. On a eu des bons débats, notamment sur la prison. C'est vraiment super, mais en fait, j'essaie d'amener tout le temps la conversation. Et là, ça me rassurait énormément qu'il y ait des réactions, quoi. Même très vives. Et du coup, ouais, c'est différent parce qu'au final, les scolaires, ils n'ont pas choisi quelque part. Enfin, à part peut-être les lycées où on tombe sur une classe en spécialité art plastique, mais contrairement à et encore, c'est un peu dire ça, mais en prison par exemple. Bon, c'est sur inscription, c'est les gens qui choisissent quelque part, même si c'est un faux choix en fait. Enfin, c'est aussi l'occasion, et je suis très contente de faire partie de ces occasions, de sortir de la cellule. Ça reste voilà, des gens qui ont un minimum envie d'être là, quoi.
Mais j'aurais tendance à faire de la même manière. Même si du coup il faut que je perfectionne pour les plus jeunes. Parce que du coup je parle de la même manière. Donc voilà. Pas trop. Il y avait un truc. Et la fin de la question c'était est-ce que tu as eu l'occasion de le faire avec des migrants ou est-ce que tu envisages de faire ce type d'atelier avec des gens qui sont en migrant, en processus de migration? Est-ce que j'ai fait ça? Non, ça m'est pas des ateliers. Ça m'est arrivé de manière en fait informelle. Enfin, c'était pas réellement de faire de la photo comme ça, mais sans avoir de groupe. Voilà, c'est avec des gens que je rencontrais ou qui me voyaient faire de la photo et qui du coup c'était aussi un moment de la photo et la photo argentique et aussi un endroit qui crée la rencontre. Donc ouais, il y a ça. Après voilà, participer à des être invité à présenter mon travail ou à faire une sortie, par exemple faire une visite d'une de mes expos, à un moment donné un groupe en apprentissage du français avec la CIMAD ou d'autres assos. Enfin voilà, plutôt des interventions coup de main ou je sais pas, l'occasion qui se présente. Mais non, j'ai pas spécialement cherché. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait une licence de médiation culturelle. Je voulais absolument. Je suis arrivée aux Beaux-Arts en me disant c'est ça que je veux faire. Arrivée aux Beaux-Arts, on m'a dit ah non, mais en fait, ça c'est nul. Faut tout oublier. C'est pas. Voilà, je sais pas comment ça se passe ici. À l'ESADAR, mais c'était vraiment mal vu en fait, en tout cas quand j'y étais, à l'école de travailler avec les grands publics, par exemple, où c'était vraiment en gros les artistes qui n'y arrivaient pas quoi. Et donc très vite j'ai compris qu'il fallait pas parler de ces ambitions-là à l'école. Et en fait petit à petit, j'ai aussi travaillé sur ça veut dire quoi faire des ateliers avec les gens ou sur les gens ou ce rapport en fait parce que finalement quand on sort de l'école, même si c'est dénigré dans l'école, en fait c'est la principale source de travail et de revenus quand on sort. Et en fait, pour beaucoup de personnes qui, par exemple, n'avaient pas d'expérience ou, sont obligés, en fait, ou même pas l'envie, quoi. En fait, on est aussi obligés. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir un regard un peu critique sur les interventions et le travail avec les publics. Notamment quand c'est demandé à chaque fois en échange d'argent pour la production, pour je sais pas, la résidence, il y a toujours une action culturelle à faire, il y a toujours et en fait comme un peu justifier en fait l'argent qu'on donne aux artistes pour dire bon bah voilà il faut un truc un peu social ou comme tous les projets voilà, la nouvelle ministre de la Culture obsédée par la ruralité. Tout d'un coup, tous les budgets vont être fléchés vers la ruralité et il faut aller voir les pauvres gens dans les campagnes. Et du coup, j'ai participé à un projet où c'était vraiment les artistes, où c'était pluridisciplinaire, donc théâtre, les artistes de la ville qui arrivent
dans la campagne pour expliquer aux gens c'est quoi l'art, mais l'art c'est super, mais oui, toi aussi tu peux faire de l'art. Sans, encore une fois, prendre le temps de comprendre en fait où on met les pieds. Très vite, on te dit ah mais oui, tu viens de Caen, c'est la grande ville, ah mais qu'est-ce que vous venez, et en fait, ce truc très malaisant d'être envoyé quelque part, ou comme si, oui, effectivement, j'ai fait pas mal d'ateliers dans les quartiers, par exemple à Évreux, la Madeleine à Évreux, ou les quartiers défavorisés, ou abandonnés. Du coup, il y a vraiment ce truc de ok, faire des interventions artistiques, mais encore une fois, comment est perçu l'artiste et comment sont perçus surtout les publics auprès desquels on va intervenir. Et donc finalement, j'ai vachement ralenti en fait dans cette envie comme cette impression de participer faussement à un truc de démocratisation de l'art, où il y a des choses très belles qui se passent, mais c'est de moins en moins, on te donne de moins en moins le temps pour les faire, et donc faut faire moins avec moins d'argent aussi. Et faut faire le plus avec le moins. Et donc, c'est pour ça que on en parlait un peu avec Virginie. C'est vrai que moi, mon travail en général est assez motivé par les gens, par les personnes, par les situations que rencontrent des personnes. Mais par contre, je ne vais pas nécessairement aller travailler avec eux. Et c'est un petit peu, encore une fois, c'est des questionnements et c'est à creuser encore. Je suis loin d'être en paix avec tous mes discours, mais c'est la différence aussi entre peut-être un travail politiquement engagé ou politique et un travail social. Un travail n'a pas besoin d'être social pour dire des choses politiques. Et on n'a pas besoin, je pense, de faire des ateliers dans des conditions terribles à l'appel avec les publics les plus miséreux en fait, c'est comment tu te positionnes, comment tu fais les choses, avec qui et quel sens ça a. Est-ce que tu n'es pas en train de participer aussi au système ambiant? Après, tu es obligé, tu es dedans, on est dedans. Mais voilà, il y a peut-être des détournements. En tout cas, questionner, je pense que c'est déjà énorme, et c'est déjà le début du travail. Voilà. Et j'ai une toute petite dernière question. C'est sur l'étape où tu es dans les paysages panoptiques. Est-ce que tu es loin de la fin, ou est-ce que tu commences à voir l'horizon? Est-ce qu'il y a une restitution qui est prévue dans le cadre de la bourse de Drac? Voilà. Du coup, en janvier, ça fera 3 ans que j'ai commencé le terrain. Là, je suis justement sur ma dernière étape de la première étape. Donc là, en ce moment, je suis au Havre jusqu'au début décembre pour en fait terminer ma première tournée des 8 villes sur le terrain. Repérage et en même temps première prise de vue. Il y a l'idée de refaire une tournée. Je me suis fixée en fait jusqu'à fin 2026 pour terminer vraiment la collecte de matière et le terrain. Donc ça fera 5 ans.
Mais là, je suis déjà en train de commencer à sortir des formes, à sortir des images. Pour un peu plus cibler, je vois que à force, en fait, la première ville que j'ai faite, c'était Dunkerque en février 2022. Bon, bah là, clairement, j'ai presque pas pris d'image. C'était vraiment le début de comment appréhender un territoire que je connais pas. Qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux, c'est quoi ce projet. Et donc là, il y aura plus de travail. Par exemple, quand je vais y retourner. Comment dire, voilà, il va y avoir besoin d'une deuxième tournée pour affiner et terminer la collecte. Et voilà, en parallèle, c'est ce que je disais, il y a la mise en forme qui commence. J'ai des idées qui sont dans les carnets, justement de travail sur... je vais certainement aborder l'aspect théâtral et spectaculaire en fait, d'une frontière qui finalement n'est qu'un leurre, quoi, un trompe-l'œil. Et il y a déjà une petite restitution qui est sortie via la revue Insert, d'Aren Tresbis. Donc là, c'était vraiment la première fois que je réfléchissais à une mise en forme ou à une proposition, en tout cas. Et l'objet édition m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, c'est un des objectifs premiers de ce projet, c'est de faire un livre à la fin. Donc ça, c'est encore une autre aventure. Mais voilà, j'imagine fin 2026, il n'y a pas besoin d'une restitution pour la DRAC. Ou du moins, enfin voilà, il y a quand même, j'ai dû faire un rapport voilà, avec quelques images, mais juste détailler un peu voilà, à quoi servait l'argent par rapport au budget que j'avais donné. Mais non, ouais, pour l'instant, j'hésite à postuler à des résidences, histoire d'être paradoxale avec tout ce que je viens de dire, pour avoir là pour le coup au contraire des temps pour me mettre face à toute ma matière, donc, parce que j'ai de la matière écrite, j'ai des entretiens que je dois réécrire, et puis les images surtout. Et justement, je pense que pour le coup, des résidences limitées dans le temps et en dehors de ma ville, enfin de mon quotidien, ça pourrait aider à être focus, par exemple pendant un mois, à me dire, voilà, pendant un mois, je m'occupe de l'écriture, tout ce que je vais mettre en lien mes notes dans différents carnets, parce que j'ai un carnet par ville, plus un carnet global, enfin toutes mes lectures aussi, enfin c'est un peu, j'ai mon conjoint qui fait une thèse, là, qui est sur la fin de thèse, et en fait c'est un petit peu ça, c'est un travail voilà, de haleine, et là je vais commencer à faire le travail de recentrer, parce que là tout est ouvert, je suis intéressée par tout, la composition des falaises, et là en fait voilà, va falloir recentrer et cibler un peu plus le discours et pour donner quelque chose de lisible aux autres. Merci beaucoup. Merci à vous.